les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un update lecture, donc à savoir toutes mes lectures du mois d'avril. J'ai lu un petit peu moins que d'habitude parce que j'ai eu mon concours pour la fonction publique, du coup mon rythme a été un petit peu plus moindre que d'habitude. Après c'est quand même plutôt pas mal parce que j'ai 8 livres à vous présenter pour le mois d'avril, donc c'est plutôt bien hein, pour un mois où il y a eu un concours, mais c'est vrai que comparé à d'habitude c'est un petit peu moins de livres, voilà, c'est tout. Et je vous préviens par avance parce que je pense à mon avis que pour le rythme de lecture du mois de mai, ça va être relativement similaire. À l'heure où je vous parle, eh bien le prochain Zelda Tears of the Kingdom sort à la fin de la semaine et il y a de fortes chances pour que je geek plus que je ne lise au mois de mai, mais on verra quand on fera le topo. Ça se trouve je vais quand même beaucoup lire, donc on verra. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment très chaud au cœur et puis ça aidera la vidéo dans l'algorithme YouTube à être mise en avant et ça fait toujours très plaisir, il faut l'admettre. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, vous avez qu'à me dire vous combien de livres vous avez lu au mois d'avril, si vous avez eu des bonnes lectures, si certains des livres que je vais vous présenter vous les avez déjà lus ou pas du tout, ou si ça vous tente ou pas du tout. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore y répondre, je les lis tous, ça me fait toujours très plaisir. Pour les plus timides, je ne vous oublie pas, vous n'avez qu'à me mettre un petit emoji de la couleur violette pour aller en raccord avec mes très jolies fleurs que j'ai suspendues pour le Fleurs Book Challenge. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit emoji violet, ça me fera très plaisir aussi. Et pensez bien à être abonné sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et encore une fois, ça me fera encore plus plaisir et vous ferez partie en plus de la petite communauté des Luna Riders, oui, vous que j'aime si profondément. Allez, sans plus tarder, on y va. Je vais commencer par les BD. Il n'y en a qu'une seule ce mois-ci, donc ça va aller très rapidement, en sachant qu'en plus c'est une BD coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré cette BD. Il s'agit du coup des vies de Charlie, de Guarino et Toussaint, qui est sortie chez Dupuis au mois d'avril, donc le 28 avril je crois. Donc elle est déjà disponible, hein, donc vous pouvez vous la procurer. Moi je l'ai reçue dans le courant du mois d'avril et je l'ai lu illico presto parce que c'était une BD qui me faisait très envie. Et j'ai eu raison parce que ça a été un coup de cœur, ça a été une magnifique BD qui va parler de mort, de deuil, de réincarnation, de beaucoup de messages très beaux, très forts, très émouvants. C'était une très belle aventure que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui donne vraiment la larme à l'œil. C'est très compliqué de rester insensible aux thématiques du livre, notamment si vous avez déjà connu la perte de quelqu'un. Que ça soit la mort ou autre, hein, voilà, la perte d'une personne, je pense qu'on l'a tous plus ou moins vécu dans des situations assez différentes et j'ai trouvé que ce roman mettait une touche de beauté indescriptible à tout ça en fait, et par bien des aspects finalement il m'a fait penser à Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, que je vous avais présenté comme étant une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Et bien je trouve qu'on est dans les mêmes thématiques, c'est très bienveillant, c'est très bien écrit, c'est beau à souhait et au niveau des dessins, je vais vous montrer quelques planches pour vous montrer, c'est tout en noir et blanc avec quelques petites touches de couleur de temps en temps. Par exemple cette petite planche ici, là que vous voyez avec beaucoup de couleurs, et parfois on a des tons simplement chauds et des tons très froids aussi. Je vais vous montrer par exemple là, vous voyez c'est noir et blanc avec des tons très froids, mais vraiment ça m'a pas du tout dérangé, ça m'a pas gêné dans ma lecture, au contraire je trouvais que ça apportait une petite touche assez intéressante finalement, un petit plus au roman, et voilà j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous la recommander parce que je pense qu'elle plaira à énormément de personnes. Je vais maintenant passer à la lecture commune qu'on a fait avec le Discord des Doupressifs Anonymes, qui était sur le livre La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai donné du coup, puisque vous vous en doutez maintenant, quand je donne les livres c'est que j'ai pas forcément aimé, et là effectivement ça a été un énorme flop pour moi, je n'ai absolument pas adhéré à cette lecture, je n'ai pas du tout aimé cette lecture. On a eu beaucoup d'avis relativement similaires sur le Discord, alors il y en a certains qui ont aimé la lecture,
Et en ça ils sont relativement chanceux parce que pour moi du coup ça a été une plaie de terminer ce livre, mais on a été quand même assez nombreux à s'ennuyer, j'ai envie de dire, et à trouver que le roman était très plat. On va suivre du coup l'histoire de Margaret et de Wes. Margaret est une chasseuse, elle vit recluse dans un village et sa mère en fait est partie, elle a disparu depuis plusieurs mois, sa mère étant une alchimiste, et arrive en fait dans le village un garçon qui s'appelle Wes qui veut devenir alchimiste, et la dernière chance qu'il a pour atteindre ce rêve, eh bien c'est de devenir l'apprenti d'Evelyn. Sauf que Evelyn n'est pas là, et Margaret quand elle le reçoit, eh bien elle va lui dire bien cordialement de retourner chez lui et qu'il a rien à faire sur son domaine. Et en plus de ça va s'organiser en fait dans le village de Margaret la grande chasse qui arrive, je sais plus tous les combien de temps, je sais plus si c'est tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les ans, je sais plus en termes de durée, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est une chasse qui arrive parce qu'en fait il y a une créature mythique qui s'appelle le Hala et qui est en fait un renard fait de magie, et visiblement ça serait un dernier des descendants des dieux en fait, et le but de ces humains qui vivent sur ce territoire de fantasy, c'est de chasser le Hala, parce que le Hala en plus il est méchant, parce que voilà il brûle les terres avec son pouvoir, il s'en prend aux humains, parce que vu que les humains s'en prennent à lui, c'est normal aussi qu'ils s'en prennent aux humains, mais non, mais c'est le méchant Hala, voilà. Et il a une particularité puisqu'il est plein de magie en fait, donc celui qui normalement devrait le tuer récolte la gloire éternelle ainsi que beaucoup d'argent, enfin voilà, c'est ce qui est dit. Et la chasse se passe cette année du coup dans le village de Margaret, et Margaret va vouloir y participer pour faire revenir sa maman, parce qu'elle se dit que si elle arrive à capturer le Hala, et bien forcément sa maman va revenir, et du coup elle aura ce qu'elle veut, parce qu'elle se sent très seule, elle a personne d'autre que sa mère, et sa mère en a un petit peu rien à faire d'elle, et du coup finalement elle va faire équipe avec Wes pour cette grande chasse. Sauf que la chasse apparaît finalement sur les 50 dernières pages, et tout le reste du roman c'est ennuyant. Voilà, c'est très ennuyant. On a une romance dite slow burn, mais alors moi j'ai pas du tout adhéré. Déjà j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages principaux, ils sont vraiment particuliers, ils ont des caractères que j'ai trouvé relativement insupportables l'un comme l'autre, hein. Ça a été difficile parce que les points de vue s'alternent en fait dans les chapitres, et ils sont tous les deux moi j'ai pas du tout apprécié leur caractère. J'ai trouvé que la romance aussi était pas vraiment crédible en fait, parce que Wes c'est un coureur de jupons. D'ailleurs la toute première partie du roman, il court après une fille qui est dans le village de Margaret, et puis tu sais pas pourquoi d'un chapitre sur l'autre il se dit oh Margaret elle est incroyable en fait, elle est trop belle, elle est ceci, elle est cela, alors que jusqu'à présent elle lui tapait sur le système, il l'a trouvée froide, austère, il l'appréciait pas du tout en fait, et tu sais pas pourquoi, d'un chapitre sur l'autre, pof, la romance apparaît. J'ai pas du tout été dedans du coup, parce que ça apparaît trop soudainement. Alors oui, certes on était à la moitié du roman, mais ils pouvaient pas se blairer les deux. Et c'est pareil du point de vue de Margaret en fait, sur le même chapitre, les deux, je sais pas, ils ont eu un déclic et tu comprends pas trop pourquoi. Bref, c'est compliqué comme lecture, vraiment très compliqué pour moi. Encore une fois, vu que la chasse en fait se passe à la fin, finalement tout ce qui se passe dans le roman, on est plus concentré sur des histoires de famille, une romance, bon j'ai pas forcément cru, des histoires de village, enfin c'est vraiment lent en fait, et ouais j'ai vraiment galéré à le terminer. D'ailleurs la fin m'a choquée à bien des égards, très honnêtement j'adhère pas du tout à cette fin là. J'ai détesté ce roman du début jusqu'à sa fin. Après j'entends tout à fait qu'on puisse l'apprécier parce qu'il y a quand même un univers dans ce roman, bien que de mon côté j'ai trouvé que l'univers encore une fois était pas vraiment approfondi, c'est à dire qu'on est dans un univers dit magie, enfin voilà, avec quand même des alchimistes, et finalement l'autrice s'inspire vachement des États-Unis en fait dans les années 1800-1900, avec l'électricité, avec même la monnaie qui est le dollar. Bon c'est des petits détails mais ça m'a un peu refroidi, je me suis dit ouais enfin des dollars c'est bon, on peut peut-être essayer autre chose vu que c'est même pas la même carte, j'ai eu l'impression finalement de lire un roman qui se passait dans notre univers avec simplement une créature mythique, donc pas forcément terrible, et pour le moment une des lectures que j'ai le moins appréciée dans mon année 2023.
c'est comme ça. Je passe par contre à une lecture que j'ai énormément appréciée. Il s'agit de Caraval de Stephanie Garber, le premier tome. Je suis tellement contente d'avoir lu ce premier tome, ça fait des années que je voulais lire cette saga et finalement, eh bien, je me suis lancée et ça, je pense que c'est grâce à Deux Saxus pour être tout à fait honnête, puisque il sortait au mois d'avril le premier tome de la nouvelle saga de Stephanie Garber qui s'appelle Il était une fois un cœur brisé, qui est dans le même univers que Caraval, mais où on suit pas les mêmes personnages. Et vu que j'avais très envie de découvrir cette saga, je me suis dit il faudrait quand même que je lise Caraval. Alors les deux sont indépendants, mais j'ai cru comprendre que c'était mieux de lire Caraval avant, donc vu que je préfère jouer le jeu à fond, voilà, je lis Caraval, je vais lire la saga en entier pour après du coup lire Il était une fois un cœur brisé. Mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. Je l'ai lu en lecture commune sur le Discord d'Aurélie, donc ma copine livromancienne. Je vous mettrai son Discord dans la barre d'infos. Elle fait des lectures communes sur son Discord tous les mois. Et celui-là, je voulais vraiment le lire en lecture commune parce que je me sentais pas vraiment de le lire toute seule. Et finalement, je l'ai pas du tout lu en lecture commune. J'ai tracé comme jamais parce que j'ai tellement aimé ce livre que j'ai dû le lire en 3 jours à peine. C'était vraiment une lecture très sympathique, très addictive, très fluide aussi et très enchanteresse. Dans ce roman, nous allons suivre l'histoire de Scarlett qui vit sur une île recluse avec sa jeune sœur Donatella. Toutes les deux sont sous le joug de leur père qui est un homme austère, froid, qui est le gouverneur de l'île et qui est un homme violent en fait, qui n'hésite pas d'ailleurs à s'en prendre physiquement à elle et à les battre quand il n'est pas content en fait de leur comportement. Et du coup les deux souhaitent depuis très longtemps voir le spectacle de Caraval, qui est un spectacle dit enchanteur, magique, où on n'en ressort pas indemne, il se passe toujours des choses et vraiment c'est là où la magie est la plus pure en fait. Et depuis des années, Scarlett elle envoie des lettres au maître du jeu qui s'appelle Légende, mais elle a jamais eu de réponse. Et cette dernière année finalement elle va se fiancer et elle lui envoie une lettre en lui disant que bah finalement c'est pas plus mal qu'elle ne puisse pas aller voir son spectacle parce que cette année elle se fiance et du coup bah c'était sa dernière chance et voilà, trop tard en fait. Et en fait Légende va lui répondre en lui disant que bah il l'invite, elle et sa sœur ainsi que son fiancé sur l'île pour que du coup ils puissent participer à cette édition et ça va être sur l'île privée de Légende. Et Donatella quand elle va voir ça elle va faire oh c'est génial, il faut qu'on y aille, en plus ça me donne une excuse de fuir l'île de notre père, etc. etc. Et Scarlett c'est plus une fille qui est dans la raison en fait, elle tente vraiment de tempérer le caractère un peu feu follet de Donatella qui est très impulsive, mais elle va pas vraiment réussir et du coup elle va se faire embarquer sur un bateau pour aller sur l'île de Légende et participer à Caraval. Sauf que arrivée sur l'île elle va être séparée de sa sœur et du coup son seul but et son seul objectif dans tout le livre ça va être de retrouver Donatella, qui d'ailleurs va être la pièce maîtresse finalement de cette année puisque tout le monde, tous les participants de Caraval vont devoir trouver Donatella. C'est vraiment le but du jeu et bah, Scarlett va tout faire pour trouver sa sœur et plus en fait elle va rentrer dans le jeu et plus elle va se rendre compte de beaucoup de choses. Elle va apprendre des choses sur sa famille aussi, elle va se rendre compte que sa famille est liée à Légende, que finalement le spectacle de Caraval est pas du tout innocent, qu'on peut y laisser la vie, y laisser sa raison, y laisser beaucoup de choses et il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de rebondissements, les intrigues sont géniales, j'ai adoré plonger dans cet univers, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai très hâte de lire la suite. Il y a plein de choses auxquelles je ne m'y attendais pas en fait et c'était des rebondissements surtout jusqu'à la fin où vraiment c'est impossible de connaître la fin, de comprendre la fin et je comprends moi du coup pourquoi il est autant apprécié et autant mis en avant. C'est vrai que c'est un livre comme j'en ai jamais vu, très honnêtement, plein de magie, plein de féerie, c'est hyper bien écrit, c'est très fluide, en plus on a une romance dedans et honnêtement tout comme Scarlett en fait on remet tout en cause parce que les illusions peuvent être vraies comme ne peuvent pas être vraies et on sait pas du coup jusqu'où va le livre, jusqu'où va le jeu et jusqu'où Scarlett est prête à aller et c'est très bien fait, vraiment je vous le recommande. Bref donc du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 qui va je pense être particulièrement piquant. Je passe au livre Une magie teintée de poison de Judy E. Lin que j'ai lu en lecture commune avec mon ami Alex et ça a été une lecture très
très chaotique, honnêtement j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Enfin là pour le coup c'était pas une mauvaise lecture, je pense simplement que je l'ai pas lu quand il fallait. C'était pas vraiment ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu, et du coup j'avais beaucoup de difficultés à me remettre dedans, surtout que je le lisais en parallèle d'autres lectures qui me happaient beaucoup plus et avec lesquelles j'accrochais beaucoup plus, et du coup je pense très honnêtement que ça lui a porté préjudice. Après comme je vous l'ai dit c'est pas un mauvais livre, mais j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. C'est l'histoire de Ning qui a perdu sa mère suite à un empoisonnement qu'elle a causé par inadvertance, et cet empoisonnement a été fatal à sa mère et depuis un poison pour sa sœur, un poison qui petit à petit rapproche sa sœur d'une mort inévitable. Et pour éviter ça, Ning va participer à une compétition organisée par la princesse où le prix à gagner est du coup un souhait que la princesse réalisera pour vous, et Ning veut tellement sauver sa sœur qu'elle se dit que la seule personne qui pourrait être à même de l'aider c'est la princesse, soit via les médecins en fait qui travaillent pour elle, soit peut-être parce qu'elle a des potions dites magiques, des thés magiques qui pourront guérir sa petite sœur. Donc du coup elle va se lancer dans cette aventure et partir de son village natal sans le dire à qui que ce soit si ce n'est sa sœur, et du coup essayer de participer à cette compétition de magie en fait. Et la magie dans cet univers a un aspect bien particulier parce qu'en fait c'est la préparation de thé. C'est vraiment un art ancestral qui est un catalyseur d'émotions et qui peut du coup se révéler comme une arme, et ceux qui manient cette magie sont généralement des grands magiciens, sauf que Ning n'a pas pu finir sa formation parce que c'était sa maman en fait qui l'a formée, et dû à son décès elle a arrêté en fait toute sa formation et n'a jamais plus voulu en reparler, sauf que du coup c'est sa dernière chance. Il s'avère que Ning est relativement douée, c'est un don qui est inné en fait chez elle, donc elle arrive plus ou moins à s'en sortir. Vous le verrez de toute façon dans le livre, il y a beaucoup d'épreuves, des épreuves que j'ai trouvé pour le coup très bien faites, très originales, et même l'univers du livre est très riche, vraiment très sympathique. C'est vraiment inspiré de la mythologie asiatique et j'ai beaucoup aimé, j'en ai appris pas mal et j'ai trouvé que c'était très poétique finalement. Mais une fois qu'elle va arriver du coup dans le palais de la princesse, comme je vous l'ai dit, il y aura des épreuves, mais il va y avoir surtout aussi des complots, des intrigues politiques bien évidemment, parce que cette grande compétition va mettre en avant beaucoup de choses qui se passent dans le royaume et dont personne n'est au courant, mais où au palais les informations fuitent facilement. Donc Ning va en apprendre des vertes et des pas mûres. Elle va devoir faire des alliances et s'en sortir en fait pour gagner cette compétition. Il y a aussi une romance dans le livre, bon une petite romance, j'admets qu'elle n'est pas vraiment mise en avant, mais il y a une romance. Le livre, comme je vous l'ai dit, est pas mauvais, mais voilà, j'ai eu du mal à me mettre dedans et j'ai trouvé que c'était assez lent finalement, vraiment lent, et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas réussi à me mettre dans le livre, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à m'attacher à l'histoire, quand il y avait quelques petits rebondissements, j'étais pas finalement surprise, ça m'a pas pris aux tripes en fait. Du coup c'était une lecture plutôt pas mal, mais sans plus, et du coup je sais qu'il y a une suite et je pense pas très honnêtement lire la suite, sauf s'il s'avère que les avis disent que c'est incroyable, que c'est fou, que le premier tome était juste introductif, on verra. Mais là pour le coup c'est vrai que j'ai tellement d'autres livres dans ma pile à lire qui me font beaucoup plus envie que je pense pas lire la suite. Voilà, donc c'était une lecture sympa, mais sans plus malheureusement. Toujours en lecture commune, et oui j'ai fait pas mal de lectures communes au mois d'avril, je crois que j'avais vraiment besoin de ça pour me mettre dans les livres. J'ai lu du coup Gods of Men, le premier tome de Barbara Close, donc cette fois je l'ai lu en lecture commune avec le Discord de Émilie et Aurélie encore une fois, parce qu'elles ont un Discord qui s'appelle le Chaudron Bouquineur où je suis très active dans les lectures communes parce que j'aime beaucoup faire des lectures communes sur ce Discord. Pareil, je vous le mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas du coup à aller jeter un coup d'œil. La lecture commune du mois de mai, il me semble que c'est La fille du roi pirate, ainsi que d'ailleurs le tome 2 de Gods of Men, parce qu'elles font plusieurs lectures communes à chaque fois et je participerai aux deux. Voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Alors Gods of Men par contre ça a été une excellente lecture, donc vous voyez que j'oscille au mois d'avril entre les très très bonnes lectures et les lectures un peu plus nuancées on va dire, mais pour Gods of Men par contre j'ai passé un excellent moment de lecture, je suis très très contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. Ça faisait depuis sa sortie qu'il était dans ma pile à lire, donc il y avait vraiment temps de le sortir. D'ailleurs il était plein de poussière sur le dessus, j'ai dû le nettoyer comme jamais parce que vraiment il traînait dans ma bibliothèque, c'est indécent.
On est du coup dans un univers dit de fantaisie orientale, bien que moi je l'ai pas vraiment perçu comme ça dans le premier tome tout du moins. Pour moi c'est plus d'ailleurs une fantaisie glaciale, hivernale, parce que la majorité du roman se passe dans le Grand Nord où il y a de la neige, donc du coup la fantaisie orientale je l'ai pas vraiment vue dans le premier tome, bien que je conçois un petit peu l'idée. Et on va suivre Sable qui est notre héroïne et qui vit du coup dans le Grand Nord comme je vous l'ai dit, parce que quand elle avait 9 ou 10 ans elle a tué sa petite sœur par inadvertance en faisant appel à la magie, magie qu'elle a au travers de la musique, et en fait elle ne contrôlait pas son don et du coup elle a pris la fuite. Sable est une princesse, hein, du coup elle a tué une des princesses de son royaume et du coup bah, elle a fui le plus loin possible et elle a pris une nouvelle identité, 10 ans plus tard elle a un nouveau métier, enfin voilà, elle vit vraiment recluse en tant que soigneuse et un jour eh bien quelqu'un va taper à sa porte en lui disant Madame, j'ai besoin de toi, donc il faut que tu reviennes avec moi dans les 5 provinces, parce que là elle vit dans le nord où c'est vraiment la région des bandits en fait, des exilés. Et cette personne va clairement ne pas lui laisser le choix, il va lui dire voilà moi j'ai vraiment besoin de toi. Cette personne étant un jeune prince qui a besoin de son aide pour qu'elle sauve son père, voilà, je n'en dis pas plus. C'était vraiment une lecture absolument géniale. J'ai passé un excellent moment de lecture, mais vraiment, c'était une romantaisie haletante où il se passait toujours des choses, où la romance dedans pour le coup m'a totalement convaincue. C'est une slow burn enemies to lover avec aussi des fausses identités. Donc du coup les deux ne savent pas qui ils sont vraiment alors qu'en plus ils sont rivaux, enfin bref c'était incroyable, vraiment j'ai passé un excellent moment, tellement d'ailleurs que le tome 2 je vais le lire au mois de mai justement avec le Discord du coup de Aurélie et Émilie. J'ai trop hâte. Je pense que d'ailleurs le tome 3 sera lu aussi en juin sur leur Discord, je pense, mais pas sûr, à voir avec elle. Mais cette saga est vraiment pleine de poésie aussi parce que la magie en fait se réveille via la musique et j'ai trouvé ça hyper original et vraiment c'était... Il y a plein de choses, il y a plein de créatures aussi dedans, il y a plein d'intrigues politiques aussi, de retournements de situation, il y a toute une quête aussi. Vraiment, ce roman, je pense pas qu'il va vous laisser indifférent. C'est exactement le genre de romantaisie que j'apprécie. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur parce que je pense que ça manque un peu d'approfondissement sur certaines choses dans le tome 1, mais je pense que l'autrice y reviendra dans le tome 2. Bref, je vous invite vraiment à découvrir cette saga parce que c'était incroyable. J'ai trop hâte de vous reparler du tome 2. J'espère vraiment autant l'apprécier que le tome 1, mais des avis que j'ai vus, je pense que je vais autant l'aimer, si ce n'est plus d'ailleurs. On passe maintenant à une romance contemporaine puisque j'ai lu The Life Hypothesis de Ali Hazelwood. Et là je remercie Émilie qui m'a grave donné envie. En fait au mois d'avril j'étais là tranquillou bilou en train de regarder un de ses derniers updates lecture et en fait elle a parlé de ce livre là qui moi me fait envie depuis sa sortie. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le déclic pour le sortir de ma pile à lire et en fait quand elle en a parlé dans son update lecture ça m'a tellement donné envie que le soir même je l'ai sorti de ma pile à lire alors que j'avais 10 000 lectures en cours bien évidemment hein, et je l'ai dévoré en 24 heures, mais même moins de 24 heures parce que je l'ai lu une grosse partie de la nuit et ensuite le lendemain matin je l'ai terminé tellement j'ai trop aimé, tellement c'était addictif, fluide et j'ai passé un trop bon moment de lecture, c'était génialissime. C'est l'histoire d'Olive qui est une étudiante en 3e année de doctorat qui ne croit pas du tout en l'amour et qui de toute manière n'a absolument pas le temps pour ses bêtises, sauf que c'est pas le cas de la meilleure amie d'Olive qui est obsédée par l'amour. En fait c'est une grande romantique et du coup elle cherche tout le temps à la mettre dans les bras d'un garçon. En fait elle veut absolument la faire sortir de sa zone de confort et lui faire trouver l'amour, sauf que Olive ça la saoule un peu et du coup elle a pas envie d'être dérangée par ça et un jour où elle croise sa meilleure amie dans les couloirs eh bien elle va sauter sur le premier inconnu qu'elle va croiser et l'embrasser pour lui faire croire que eh bien elle avait un rendez-vous amoureux et qu'elle sort avec un garçon, sauf que le garçon qu'elle va embrasser eh bien c'est un prof qui s'appelle Adam qui est un prof considéré comme un gros connard en fait dans son établissement. Personne ne l'apprécie, il est très taciturne, il est très froid, très austère et lui en fait il va pas comprendre ce qui lui arrive mais du coup il va quand même lui rendre son baiser
et les deux après vont se regarder, elle va se rendre compte de qui c'est et du coup elle va complètement paniquer, elle va dire oh je suis désolée, puis elle va se barrer, enfin bref, et ça va être vraiment très gênant comme situation. Et du coup quand ils vont se revoir finalement d'un commun accord, ils vont sortir faussement ensemble parce qu'en fait la meilleure amie de Olive ressent des émotions amoureuses pour l'ex d'Olive. Alors quand je dis l'ex, ils sont restés ensemble peut-être un mois, ils ont constaté que ça le faisait pas entre eux, du coup ils se sont séparés, ils sont restés amis, enfin voilà, il n'y a jamais eu de sentiments amoureux, sauf que la meilleure amie d'Olive est hyper fidèle et hyper loyale et elle veut pas sortir avec ce garçon là alors que Olive la pousse, et du coup pour lui faire comprendre à sa meilleure amie que elle a tourner la page et qu'elle a trouvé quelqu'un, eh bien elle va du coup faussement sortir avec Adam, et Adam de son côté ça va l'arranger parce que il a besoin absolument de moyens en fait pour ses projets de son côté en tant que enseignant, et la fac refuse de lui donner de débloquer un budget parce qu'elle pense que il va s'en aller parce qu'il a pas de... Il a rien de solide en fait dans sa vie, et la fac est persuadée que du coup l'année prochaine il va se barrer, alors que c'est pas du tout le cas. Donc du coup pour prouver à la fac qu'il est prêt à rester et à s'ancrer en fait autour de la fac, il faut qu'il montre qu'il a une petite amie, quelque chose de solide et tangible. Donc du coup les deux ça va bien les arranger, et cette fausse relation amoureuse, vous vous en doutez, va forcément déboucher sur une romance parce que les sentiments vont se développer entre eux, et j'ai tellement aimé. Alors je sais que l'histoire de base est une fanfiction inspirée de Rey et de Ben Solo, donc dans Star Wars, et j'ai pas pu m'empêcher de les imaginer, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer leur propre caractère que j'ai trouvé identique vraiment, et du coup j'ai aimé à fond ma lecture quoi. Moi qui suis une grosse fan de Reylo, j'étais obligée d'aimer cette lecture et ça a pas loupé, vraiment j'ai adoré. Et d'ailleurs j'ai tellement aimé que j'ai acheté l'édition collector The Love Hypothesis, donc je l'ai dans ma pile à lire, et j'ai acheté aussi la suite, enfin c'est pas une suite, c'est un autre roman d'Ali Hazelwood mais qui se passe aussi toujours dans le milieu un petit peu scientifique, et j'ai trop hâte de le lire. Ce livre en plus j'ai trouvé que au-delà de la romance que j'ai trouvé géniale et hyper bien faite, ça nous emmène quand même dans une catégorie de romance on n'a pas forcément l'habitude, où il y a beaucoup de science finalement, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors ils en parlent pas d'Émile et des Cendres, mais j'ai vraiment aimé être baignée dans ce milieu scientifique que moi je ne connais pas du tout. Et en plus ça met en avant, et elle a mis l'autrice le doigt sur le sexisme qu'on pouvait trouver en fait dans le milieu scientifique, notamment via Olive qui va être victime de trucs pas vraiment cool, et j'ai trouvé que le fait que l'autrice mettait ça en avant, c'était super génial en fait. Elle dénonçait des choses en même temps de sa romance, et j'ai trouvé ça très intelligent la manière dont elle l'a fait, et ça m'a d'autant plus plu en fait. Et je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est que si vous aimez les romances et que vous cherchez à avoir des papillons dans le ventre, je pense que ce livre pourra grandement faire l'affaire. Si vous ne le savez pas, j'essaye de lire un Twisted Tales de Hachette Rose par mois. J'ai complètement fail au mois de mars, j'ai pas réussi à en mettre un dans les livres que j'ai lus, donc je vous en ai pas présenté un le mois dernier, mais ce mois-ci j'ai réussi pour ma plus grande fierté parce qu'on arrivait à la fin du mois et j'étais vraiment en PLS de pas avoir lu de Twisted Tales, et j'ai lu du coup Ce monde qui est le mien, donc de Jen Kalonita, qui est donc une réécriture sur le Disney de Hercule. J'étais un peu comme ça quand j'ai vu que c'était Jen Kalonita qui avait écrit ce livre, parce que c'est elle qui a écrit la réécriture sur La Reine des Neiges que j'ai lu en janvier. Je vous remets mon update lecture juste ici, et que je n'ai pas vraiment trop apprécié. Enfin c'était un peu bof comparé à celui sur La Belle et la Bête par exemple, parce que je trouvais que elle s'éloignait pas du tout du Disney, et qu'en fait c'était pas du tout une réécriture, et qu'il y avait trop de similarités, et je trouvais ça dommage en fait. Je voulais vraiment quelque chose qui change et qui ait son univers propre, et là pour le coup impossible de faire une réécriture parce que l'histoire se passe à la fin d'Hercule, donc vraiment à la scène de fin quand Hercule arrive au mont Olympe avec Meg, et que du coup il a la possibilité de devenir un dieu. Et bien cette possibilité là va être aussi offerte à Meg, mais elle va devoir suivre sa propre quête et vaincre du coup des éléments de son passé, et j'ai trouvé ça génialissime. Alors là pour le coup c'est vraiment une histoire exclusive à 100%, et j'ai trouvé ça génial, aussi bien d'ailleurs que l'histoire sur La Belle et la Bête, parce que là pour le coup
impossible de deviner la fin, impossible, enfin si, bon, sans doute c'est un Disney quand même, mais impossible de savoir par quoi l'autrice va passer parce que finalement Megara, c'est pas un personnage qu'on connaît réellement, on la voit effectivement dans le film d'Hercule, on connaît 2-3 éléments sur son passé mais ça s'arrête là. Et dans le livre, l'autrice va vraiment creuser le peu d'éléments qu'on connaît sur elle pour lui créer son histoire, lui créer un passé, lui créer des proches, une famille, et j'ai trouvé ça génialissime en fait, vraiment incroyable. Et en plus ça va vraiment pas être facile pour elle parce que dans sa quête finalement elle va devoir faire face à celui qui lui a brisé le cœur et pour qui elle avait donné son âme à Hadès, et c'était super chouette, vraiment c'était très très chouette, très bien fait. Il y a toujours la romance en plus entre Hercule et Meg qui est trop mignonne parce que moi en plus c'est un de mes Disney préférés donc je pouvais pas rester insensible à ça, et il se lit très vite, il est vraiment très court, je crois qu'il fait à peine 300 pages, un petit peu moins, donc ça se lit très très vite, très très bien aussi, et je vous le recommande vraiment, je l'ai trouvé très chouette, très bien fait, et un Twisted Tales que vraiment j'ai apprécié de lire parce qu'on s'éloigne du Disney, on crée quelque chose de nouveau avec les mêmes personnages mais avec des thématiques différentes, et c'est vraiment ça que je veux et que je voulais voir, donc très contente. Je sais pas encore ce que je vais lire au mois de mai là, mais pour le mois d'avril en tout cas, celui-là a vraiment été une très bonne lecture. Et on arrive à ma dernière lecture qui a été encore une fois en semi-teinte, ça n'a pas été très très folichon pour moi. Il s'agit malheureusement de Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North, qui est le premier tome d'une saga qui va s'appeler Le Chant des déesses. Alors, ce livre-là, déjà, prenons 2 secondes pour admirer la beauté, s'il vous plaît, il est vraiment magnifique. Ce livre-là, en soi, il est pas mauvais, mais il est lent. Mais vraiment très 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 lent. Pour le coup, ça m'a fait penser effectivement à l'Odyssée, donc ça s'y rapporte complètement, donc je pense que c'est fait exprès. Mais l'Odyssée, à mon sens, c'est lent par bien des aspects, et là c'est vraiment lent aussi. C'est une réécriture féministe sur du coup les événements qui se sont passés après la guerre de Troie, où on va suivre du coup le point de vue de Pénélope qui n'a pas revu son mari, je crois, depuis 18 ans, quelque chose comme ça. La guerre à Troie est terminée depuis 6 ans ou 7 ans, mais son mari n'a jamais refait surface, et pour cause en fait il est prisonnier sur l'île de Calliope. Bon, ça c'est une autre histoire, mais personne ne sait s'il est mort, s'il est en vie, on n'a pas de nouvelles de lui, on le présume mort, mais vu qu'il n'y a pas de corps, bah, c'est compliqué. Et Pénélope du coup est obligée de régner entre guillemets à sa place, parce que vu que c'est une femme, elle n'a pas la légitimité pour régner. On adore voilà, la Grèce antique, tout ça c'est génial. Elle n'a pas la légitimité pour régner, et du coup elle règne mais dans l'ombre, grâce à un réseau de femmes qu'elle a avec elle de confiance qui l'aide à régner, et aussi parce que via des procédés très intelligents en fait, parce qu'elle n'a pas vraiment le droit de s'exprimer, elle n'a pas le droit de donner son avis, de prendre des initiatives, donc du coup via des procédés très intelligents, elle arrive quand même à se mêler à tout ça, à donner une voix qu'elle ne peut pas avoir normalement, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait, très réaliste. Pénélope en plus a dû accueillir des prétendants sous son toit depuis de nombreuses années, prétendants qui la demandent sans cesse en mariage, mais elle ne peut pas accepter leur demande en mariage, déjà parce qu'elle ne sait pas si son mari est mort, et parce qu'elle sait qu'à partir du moment où elle va accepter la demande en mariage d'un homme, eh bien ça va être la guerre entre tous les autres hommes qui ont été refusés, et que en plus son fils va être assassiné puisque c'est le fils d'Ulysse, et que donc du coup il a une légitimité pour le trône, donc du coup elle ne peut pas en fait prendre d'époux, sauf que plus elle attend, plus ça devient compliqué, plus les prétendants s'énervent aussi, voilà, il y a plein de petites intrigues qui sont hyper intéressantes, très bien faites aussi, et j'ai trouvé que vraiment par bien des aspects c'était un livre très intéressant. Vraiment pour le coup, l'autrice a eu beaucoup de très bonnes idées, mais c'est lent, c'est très très lent, et finalement dans un livre qui a plus de 400 pages je crois, si je ne m'abuse, ouais, qui fait même 500 pages, il y a peu d'action, il se passe peu de choses, tout se passe dans l'ombre, et pour voir un petit peu les rebondissements de ce que Pénélope entreprend, ça prend plusieurs chapitres. Il y a aussi une intrigue plutôt intéressante avec Clyméthestre, qui est la femme de Agamemnon,
qui est le frère de Ménélas, c'est donc le mari d'Hélène, enfin c'est tout un truc, là l'arbre généalogique, voilà, qui va tuer son mari, disparaître, et en fait il s'avère qu'elle va trouver refuge sur l'île de Pénélope, donc Pénélope ça va encore plus la foutre dans le caca, parce que du coup les gens vont croire que, eh bien, elle soutient sa cousine alors que c'est pas vraiment le cas, hein, voilà. Donc bref, il y a pas mal de petites intrigues, mais je trouve que c'est lent en fait, elles s'étirent dans le livre et elles sont très longues et elles ont un dénouement très lointain et c'est dommage. Par contre, quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est que tout le livre est du point de vue de Héra, donc à savoir la déesse des femmes mariées, la femme de Zeus, qui pendant tout le roman en fait va être sur Ithaque et va espionner en fait Pénélope, va lui apporter son soutien, va apporter son soutien aux autres reines aussi, et c'est hyper ingénieux, je trouvais, de la part de l'autrice de mettre tout le roman du point de vue d'Héra. Il n'y a pas une seule fois où on a le ressentiment de Pénélope, ses émotions, c'est vraiment tout du point de vue d'Héra, et c'était hyper intéressant parce que du coup ça donnait vraiment aussi un espèce de point de vue avec les divinités, et du coup on comprend pourquoi ça s'appelle le chant des déesses. Je ne sais pas si le tome 2 sera sur le point de vue d'une autre déesse, en sachant d'ailleurs qu'il y a d'autres déesses qui apparaissent dans le livre. Donc on verra ça. En tout cas, c'était une lecture en demi-teinte, pas mal, avec des messages très forts, très féministes, que j'ai bien aimé, mais un peu trop longués à mon sens. Voilà du coup pour les lectures que j'ai eues au mois d'avril. N'hésitez pas encore une fois à me dire si certains des livres que j'ai présentés, eh bien, vous tentent, ou est-ce que vous les avez lus, ou est-ce que vous les avez dans votre pile à lire. Je vous attends du coup dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.